Donc on va débattre une vingtaine de minutes, enfin, on va faire un petit jeu et qui va faire débat, et ensuite on prendra la conférence voilà, jusqu'à midi environ. On va faire un jeu en 3 temps. Le premier temps, c'est je vais vous dire des phrases, et je vous demande pour l'instant, sans parler, de vous positionner de ce côté, si cette phrase, elle vous dérange. Elle n'est pas agréable à l'entendre, elle vous choque. Ah, bah, bah. Ici c'est bah. Voilà. De ce côté-là, c'est ça me fait rien. Voilà. C'est vraiment, moi ça me gêne pas d'entendre ça, voilà, ça me fait rien. Donc de ce côté-là, ça me dérange de l'entendre, enfin ça me fait bizarre. De ce côté-là, pour moi c'est anodin. Il n'y a pas de milieu? Il n'y a pas de milieu. Et au milieu, c'est quoi? Bah en fait il n'y a pas de milieu, c'est ou bien ça vous fait quelque chose ou bien ça vous fait rien. Si ça vous fait quelque chose, vous venez là, si ça vous fait rien, vous allez là. Après on va débattre de tout ça, c'est pour voir qu'est-ce qui se passe pour l'instant. On y va. Ça peut faire quiz en même temps, tout ça c'est des phrases qui ont été prononcées publiquement. Je me suis mis à travailler comme un nègre. Oh, je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Ok. Est-ce que quelqu'un sait qui a dit ça? Si, le mec du parfum. Guerlain, parfumeur. Si vous avez envie de boycotter... Alors, deuxième phrase. Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Là, elle est connue. Troisième phrase. Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. À propos des Auvergnats. Non, c'était Brice Hortefeux. C'était Brice Hortefeux, à l'époque ministre de l'Intérieur, après que quelqu'un lui ait dit, à propos d'un militant UMP, il est musulman, mais il ressemble pas du tout au prototype, je me sens Charlie Koulibaly. Est-ce que vous vous rappelez? Oui. C'est Dieudonné, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, qui avait dit, Koulibaly étant un meurtrier des attentats, il avait dit « Je me sens Charlie Koulibaly » sur Twitter, je crois. On n'a pas beaucoup bougé. Alors, maintenant, je vous propose un deuxième jeu. Ce jeu, maintenant, ça va être, je vous propose d'aller de ce côté. Si vous considérez qu'il faudrait ou qu'il faut qu'il y ait une loi qui sanctionne le fait de dire publiquement les phrases que je vais vous dire. Comprenez l'idée? Est-ce que vous pensez que la loi doit encadrer et donc sanctionner, mettre une amende, une peine de prison ou autre, sanctionner le fait de prononcer publiquement les phrases que je vais vous dire? De ce côté-là, c'est si vous pensez qu'il faut qu'il y ait une loi. Tantôt elle y est déjà, tantôt elle n'y y est pas, mais en tout cas, est-ce que vous voulez qu'elle y soit? De ce côté-là, c'est vous pensez, elles sont peut-être choquantes, mais sur cette phrase-là, je ne pense pas que la loi doit sanctionner le fait de le dire publiquement. C'est clair l'énoncé? Je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Alors, on va débattre après. Comme ça, intuitivement, est-ce que vous êtes plutôt pour qu'il y ait une loi ou plutôt pas qui sanctionne l'expression publique? Vous allez chercher. Alors, on va en débattre après, s'il vous plaît. On va en discuter. Ça devrait marcher. On va en discuter après. Rapprochez-vous. Faites vraiment intuitivement. Plutôt pour une loi, plutôt pas. Et c'est pas figé de toute façon. Deuxième phrase. Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La loi existe déjà. Faut-il qu'une loi sanctionne le fait de dire publiquement, quand on est Premier ministre, ministre de l'Intérieur, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes? Est-ce que je peux demander à quelqu'un de baisser un peu le micro en technique? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une loi qui sanctionne le fait de dire publiquement il faut admettre que l'esclavage est le premier exemple de grand commerce international entre blancs, noirs et arabo-turcs, rentable pour toutes les parties? Faut-il qu'une loi sanctionne le fait de dire publiquement « Je me sens Charlie Koulibaly » C'est pas la loi, moi je reste au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'appelle un débat mouvant. Alors, je vous explique l'idée. Maintenant, le jeu va être différent, on va toujours utiliser deux espaces, mais maintenant je vais dire une phrase, et je vais vous demander de vous mettre de ce côté si vous êtes d'accord avec l'affirmation. Je vais faire une affirmation, si vous êtes d'accord, vous vous mettez de ce côté. Et de ce côté, si vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation que je vais donner. D'accord? Encore une fois, personne au milieu.
Pourtant, la phrase, elle va être volontairement caricaturale, ambiguë. Oh, tu fais chier, je sais pas où me mettre. Voilà. C'est fait exprès. Mais je vous demande de vous positionner malgré tout. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette phrase ou plutôt en désaccord avec cette phrase? L'idée ensuite, c'est que ça va être un débat mouvant. C'est-à-dire, chaque camp va avoir l'occasion de partager des arguments avec le camp d'en face. Pourquoi est-ce que je suis plutôt d'accord? Et quand dans le camp d'en face, j'entends un argument qui me touche, qui me parle, où je me dis, bon, j'ai peut-être pas complètement changé d'avis, mais ce qu'il dit là, c'est vrai. Ouais, ça, là t'as raison. Eh bien, je change de camp pour montrer mon accord avec l'argument. D'accord? Évidemment, si dans mon camp, quelqu'un donne un argument tout pourri, dégueulasse, on ne saura pas ou quoi, non, je change de camp. D'accord? Donc on va essayer une nouvelle forme de débat où on va passer d'un camp à l'autre en fonction des arguments s'ils me touchent ou pas. C'est clair l'idée? Donc, d'accord, pas d'accord. La liberté d'expression, c'est de pouvoir dire tout ce qu'on veut. D'accord, pas d'accord. La liberté d'expression, c'est de pouvoir dire tout ce qu'on veut. Alors marquez bien, je ne sais pas quel côté vous êtes. D'accord, la liberté d'expression, c'est de pouvoir dire tout ce qu'on veut, ça n'est pas ça. Très bien. Alors maintenant je vous demande de faire des petits groupes de 3-4 personnes, pas voilà, et en petits groupes d'essayer de construire des arguments. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette phrase? Essayez d'en construire un maximum. Et vous, pourquoi est-ce que vous êtes d'accord, plutôt d'accord avec cette phrase? Essayez de construire un maximum d'arguments. Et dans 5 minutes. Oui, mais où est notre liberté là? Si on ne peut pas dire ce qu'on pense. Attendez. Si, on dit ce qu'on Voilà. Si on est en train de dire. Voilà. Donc, mais on supporte les responsables Voilà. de ce qu'on a. On dit que sinon, il n'y a pas de liberté. Voilà. Il n'y a pas de liberté. C'est le deuxième argument. C'est pas le domaine de la loi. C'est pas en public et individuellement, c'est pas la même chose. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis ils seront forcément travaillent comme un aigle. Je sais pas, oui, il y a quelque chose à. Ouais, et puis encore une fois, la liberté d'expression publique. Il faudrait presque rajouter ce mot-là, parce que si on se trouve à boire le café, De pas dire. En fait, nous on met des limites de ce côté-ci. Oui. On a mis des limites. Oui. Alors ça ne veut pas dire parce que tu ne peux pas nier total. Il y a des choses que tu ne peux pas nier. Et après, Tellement les arguments ils sont là. Voilà, c'est mais par le respect de l'autre. c'est finalement La limite, c'est le respect de l'autre. le respect de l'autre, ça peut aller ou non. En fait, vous n'en avez rien à cirer du débat. Complètement. Mais alors, vraiment, le mot est faible. Donc, je vais donner la parole au camp. Alors d'habitude c'est le camp minoritaire, mais là c'est pas très facile, c'est peut-être vous quand même. Qui a envie de donner un premier argument? Pourquoi est-ce que vous pensez que la liberté d'expression, c'est de pouvoir dire tout ce qu'on veut? Parce que si on fait une loi pour encadrer la liberté, c'est plus de la liberté après. Non, on lance un débat, un échange d'arguments. Donc, ah oui, moi je préparais, en fait j'avais un contre-argument. Si on n'en fait pas, donc ce qui est le cas par exemple dans le système états-unien, on peut dire toutes les ignominies. Tout est permis et ça peut être dangereux s'agissant de personnes publiques. pour l'instant ça ne convainc pas, ça va venir. Justement, ça se coordonne. C'est pas le domaine de la loi. Je dis ce que je veux, mais je suis responsable de ce que je dis, et en contrepartie, je provoque dans mon entourage un débat, et la violence que je peux générer par ma liberté, elle est contrebalancée par la réaction que je peux avoir en face. Donc, on dit tout. On assume. Et on cache rien, parce que si on cache, c'est pas bon de cacher et de se le garder là, parce que là, pour le coup, c'est explosif. Je le reconnais bien. Alors tu peux aller de l'autre côté pour montrer ton accord avec l'argument. Ne t'inquiète pas. La liberté, c'est aussi respecter celle de l'autre. Attends. Essaye de parler dedans peut-être. La liberté, c'est aussi respecter celle de l'autre. Certains propos peuvent être offensants, il faut toujours se placer à la place de l'autre. Les propos qu'on va donner vont peut-être la choquer. Nous, quand ça nous touche, nous, on s'insurge de suite, alors qu'on réfléchit jamais quand nous, on parle. Ce débat est bien figé. Oui. Peut-être. C'était peut-être la même chose. On peut dire tout ce que l'on pense tout en respectant l'autre.
Il n'est pas utile d'agresser à tout prix, mais il est important que ce soit dit pour faire avancer le débat. Mais si on parle de débat public, alors le négationnisme devient possible et les chambres à gaz deviennent un détail de l'histoire. Et on peut donc le dire, alors que tout à l'heure, il me semble qu'on était majoritairement à penser qu'il fallait une loi pour empêcher qu'on puisse dire des choses pareilles. Volontairement, moi, je ne suis pas négationniste, mais j'estime avoir le droit d'avoir accès aux thèses du négationnisme pour les combattre profondément dans ce qu'elles sont au départ. Donc, je suis pour qu'ils disent le négationnisme, mais ma liberté, ma conscience, et c'est à moi de choisir ou non si ce fait est faux ou pas. Il y a plein de gens de ce côté qui font. Exactement. Donc j'invite toutes les personnes qui ont fait ce mouvement de la tête à jouer le jeu. Vous inquiétez pas. Oui, mais moi aussi. Petit là, hein. Attention. Comme Belmi, c'est essayer de jouer le jeu le temps pour voir qu'est-ce que ça fait. C'est un argument. Ah, un repenti. Allez, s'il vous plaît, on s'écoute. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec cet argument, mais que je pense que la plupart des personnes ne le font pas d'aller creuser. Ne vont pas creuser, c'est-à-dire qu'ils vont le prendre comme ça en direct et ne vont pas. Non, c'est possible. Ce qu'on veut. Pour moi, il est fondamental que pouvoir s'exprimer, c'est aussi limiter l'expression, mettre une barrière, mettre une limite, c'est aussi empêcher le contre-pouvoir qui est nécessaire à l'évolution de toute société, voire toute civilisation. Je pense que tout le monde va être contre moi, ce sera beaucoup mieux. Ce débat est toujours faussé par le fait que il repose sur une conception de la liberté qui n'est pas du tout définie. Et en fait, on considère la liberté comme étant un phénomène individuel, ma liberté. Est-ce que le fondement de la liberté, c'est ça ? Peut-être ça mériterait d'être développé. Qu'est-ce que tu entends du coup? C'est quoi le fondement de la liberté? Juste de mon droit de liberté. Le pied de nez n'était pas gentil. C'était un pied de nez très fraternel. Pas de problème. La liberté elle est toujours encadrée. S'il n'y a pas de liberté, enfin s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de droit. S'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de société. Et c'est bien la différence entre la liberté individuelle et une liberté collective qui est en question. De liberté d'expression, de liberté verbale, et non pas de faire n'importe quoi. Ouais. Liberté verbale, c'est assumer sa pensée. Et ce n'est pas forcément passer aux actes. C'est complètement différent. Cette liberté, on peut l'assurer, mais en privé. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. C'est pas possible. On ne peut pas tout entendre et c'est quand même après, il y a une masse qui s'agglumie, qui vient, qui croit vraiment et voilà, c'est ça qui fait la masse. Non, on ne peut pas tout dire. Moi, je suis pour la Ligue de pouvoir tout dire parce que les pays où on ne veut pas tout dire, c'est parce que les intérêts des puissants essayent de limiter l'expression des autres. Voilà. Et notamment dans le système capitaliste. Pour moi, la liberté ne doit pas être encadrée par un droit d'expression, mais par une prise de conscience du monde global interconnecté et des retentissements qu'on peut lui donner. Je ne sais pas si... Tu peux préciser du coup?
Écoute, c'est le monde global dans lequel notre liberté d'expression est répandue. Oui, je ne sais pas bien m'exprimer, mais enfin, c'est l'universalité qui doit de la prise de conscience de l'universalité et non pas un droit qui doit limiter notre liberté d'expression. Il faut changer de ton. Je comparerai la liberté d'expression aussi à la liberté de circulation. J'ai le droit d'aller où je veux et je veux revendiquer le droit d'aller où je veux, mais je ne vais pas y aller n'importe comment. Je vais suivre le code de la route. Voilà. Et donc la loi, pour moi, elle ne doit pas m'interdire d'aller quelque part. Non, la loi ne doit pas m'interdire d'aller quelque part. Donc la loi ne doit pas m'interdire de dire quelque chose, mais peut-être que la loi peut m'ordonner une manière de dire quelque chose. Je dois pas dire n'importe comment. Comme je ne dois pas conduire n'importe comment. Je peux aller où je veux, mais je vais pas conduire à gauche. Vous avez sûrement compris que il y a une polysémie, il y a plusieurs sens qui peuvent être donnés à liberté d'expression, pouvoir dire, tout ça, c'est volontaire. L'idée, c'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort, c'est d'échanger des arguments. Donc, pour lui, cet argument, il est de ce côté-là et c'est entendable. Pour vous, il est plutôt de ce côté-là et c'est entendable. Pas de problème. A priori, vous avez déjà parlé. Non, mais c'est pour répondre. Oui, je sais que c'est pour répondre. Alors il y a des règles. J'entends. Pas de liberté d'expression. Pas de liberté d'expression. Mais pas de liberté on va dire que ce débat, en plus d'être mouvant, va être frustrant. On va arrêter là. Merci beaucoup d'y avoir participé. On reprend la fin de la journée. Voir avec vous là, commenter un peu comment la liberté d'expression ou la façon dont elle est pensée participe, à mon sens, à encourager cette mécanique-là. Alors, je voudrais dire deux choses pour ça. La première, c'est le petit jeu que j'ai fait au début. Vous voyez, je vous ai dit, de ce côté, si ça vous choque, et puis de ce côté, si vous pensez qu'il faut qu'il y ait une loi. Vous étiez tous de ce côté la première fois, donc il y a des phrases qui sont choquantes. Mais par contre, savoir est-ce qu'il faut les interdire ou pas, c'est un autre débat. Et pour moi, c'est important de bien distinguer ces deux choses-là. Or, en fait, on ne le fait pas assez souvent. Un exemple de ma vie quotidienne, c'est moi, je supporte pas quand mes potes, ils utilisent le terme « enculé », qui est un terme qui, dans le sud de la France, est très utilisé pour être extrêmement péjoratif. C'est un enculé, ce mec-là, voilà. Et moi, je passe mon temps à dire, quand vous dites enculé, c'est-à-dire quand vous reprenez l'image que la pénétration anale, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, est la chose la plus dégradante qui soit, la plus humiliante qui soit, c'est un propos qui est extrêmement sexiste et homophobe, parce que les personnes qui sont enculées dans l'imaginaire collectif, c'est les homosexuels et les femmes. Et donc, voilà. Donc, ce terme-là est extrêmement sexiste et homophobe et véhicule l'idée que être enculé, c'est la pire des choses. Et les gens me disent « Oh, ça va, on peut plus rien dire avec toi, t'es chiant. » Franchement. Eh ben, j'ai pas dit que tu pouvais pas le dire. J'ai pas dit que tu pouvais pas le dire. Dis-le si tu veux. Je te dis juste, aie conscience que c'est un terme qui est sexiste et homophobe. Après, le fait de pouvoir le dire ou pas est une autre question. Donc, qualifier les faits, qualifier les propos et interdire ou pas. Il y a un débat qui a beaucoup traversé la société française. Donc, cette question, je l'abordais, projetez-vous avant janvier 2015, s'il vous plaît. Imaginez qu'on est encore en 2014. Il y a une question qui a traversé la société française, c'est la question des caricatures de Mahomet en une de Charlie Hebdo. Vous vous rappelez sûrement l'histoire, il y a un journal suédois où... Ouais. De toute façon, les Nordiques, c'est tous les mêmes. Donc il y a un journal danois qui fait un appel volontaire à des caricatures du prophète de l'islam et ça déclenche des plaintes de contestation de partout dans le monde et Charlie Hebdo, en grand défenseur de la liberté d'expression, décide de republier ces caricatures et d'autres en une et dans tout son journal. Et à ce moment-là, ils sont attaqués en justice pour incitation à la haine par des associations musulmanes et des associations antiracistes. Le débat qu'il y a eu dans les médias à ce moment-là, c'était « A-t-on en France le droit de blasphémer ? A-t-on le droit de caricaturer l'islam, etc. » C'était sur « A-t-on le droit de le faire ?» Mais pour moi, ce n'était pas ça la question intéressante. Pour moi, ce qu'on aurait dû discuter, c'est qu'est-ce que ça crée dans la société des années 2000, le fait que le journal de gauche, bien pensant, anticlérical ou quoi, tape sur la gueule des musulmans qui sont les gens qui sont issus de l'immigration, plutôt issus de populations plus pauvres, etc. Est-ce que, ou non, ce fait-là participe de la mécanique raciste ? Et je ne suis pas en train de dire que
les gens de Charlie Hebdo sont racistes. Je vous l'ai dit, je m'en fous de savoir ce qu'il y a dans la tête des gens. C'est pas ça la question. C'est en quoi est-ce que ces caricatures ont participé à diviser la société française, à montrer des gens du doigt ou pas. Moi, ça, j'aurais aimé qu'on en parle. Il faut remonter loin. Voilà, et on pourrait le faire. Mais ça, j'aurais... Le droit de vote aux femmes a été publié à Alger aux environs du 20 avril 1945. Savez-vous qu'il y avait 1 800 000 femmes qui n'avaient pas le droit de vote en France? Les Algériennes. Alors il faut nous réfléchir à ça. Qu'est-ce qui idéologiquement conduit un gouvernement de gauche à ne pas donner le droit de vote aux femmes dans un département français, puisque l'Algérie était un département français? Moi je les vois là déjà, les démarches et les mécanismes qui sont en... Non, pour moi, c'est bien distingué. Le débat sur est-ce que ce propos est choquant, c'est-à-dire est-ce qu'il pose problème dans une société donnée, et est-ce qu'il faut l'interdire, et que ces deux choses-là soient distinctes. Et pour moi, c'était vraiment important. Ça dépend de l'évolution. En 1990, Gottlieb, dans Rubrique à Braque, il caricaturait Mahomet, Zeus, Jésus et compagnie. Si vous n'avez pas lu ce livre, achetez-le, de Gottlieb, Rubrique à Braque. Hein, c'est magnifique, vous verrez. Et là, on n'a pas posé la question du blasphème. D'accord ? Du coup, là, ça va être chaud pour moi. Parce que j'ai libéré de la parole, donc vous la prenez. En plus, j'ai pas de micro, donc vous avez bien raison. En plus, je pense que ça va être la partie la plus polémique de la conférence, donc ça va susciter des réactions. Comment je fais? Bon, je vais essayer de faire en mieux. Donc, et encore une fois, tous les gens, et je comprends, les gens qui disaient « mais Charlie Hebdo ne sont pas racistes, ils ont une tradition anticléricale depuis longtemps, ils tapent sur toutes les religions », tout ça, je l'entends, je peux même être d'accord en partie avec ces arguments-là. Encore une fois, pour moi, l'argument n'est pas là, c'est qu'est-ce que ça a créé dans cette société à ce moment-là, le fait qu'on regarde particulièrement des caricatures du prophète de l'islam, que ce soit, qu'est-ce que ça génère? Voilà, pour moi, vraiment la question elle est là, en quoi ça divise la société? En parallèle, il y a un autre exemple, tout aussi polémique, c'est l'exemple de Dieudonné. Donc Dieudonné tient des propos, et là aussi, la question qui est posée médiatiquement, c'est à la fois... Alors dans le cas de Dieudonné, il y a une différence avec Charlie Hebdo, c'est que dans le cas de Charlie Hebdo, globalement, les médias considéraient qu'ils n'étaient pas racistes, pour aller vite, et qu'il ne fallait pas les interdire. Et dans l'autre cas, Dieudonné, tout le monde considérait qu'il était raciste et qu'il fallait l'interdire. Donc il y avait une espèce de différence là, mais pour moi c'était les mêmes questions. C'était, au lieu de poser la question seulement de à quel point ces propos sont choquants, etc., on posait la question de l'interdiction du spectacle, et voilà. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième chose c'est, que fait l'État? Que fait une société donnée quand elle a en main les armes pour limiter, pour circonscrire, pour mettre un cadre à la liberté d'expression? Moi, je ne sais pas où me positionner. Hein. Ça fait 50 fois que je fais le débat et je ne sais toujours pas où je suis. Mais ce que je sais, c'est que c'est intéressant de se demander qui choisit qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qui choisit qui peut parler, qui ne peut pas parler, à propos de quoi on peut parler, à propos de quoi on ne peut pas parler. Et je pense que les deux exemples que j'ai pris, ils sont parlants de ce point de vue-là. D'abord, dans le cas de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont été attaqués en justice? Ils sont attaqués en justice, il y a un procès. Au procès se présente en personne François Hollande, qui à l'époque est leader, je sais pas, membre de l'opposition. François Bayrou, un autre leader, c'est super leader ces gens, de l'opposition. Et puis, il s'appelle François tous les deux. Et puis, Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, écrit une lettre de soutien. Donc voilà que un journal satirique qui est attaqué en justice sur des termes de liberté d'expression sont soutenus par tous les partis qui sont au pouvoir. Moi, ça m'a posé question à l'époque. Je me suis dit, c'est bizarre. À une époque, la liberté d'expression, c'était la liberté d'être piquant vis-à-vis des gouvernements en place. Là, on aurait dit que c'était la liberté de dire ce que tous les gouvernants en place pensaient aussi. Bon, c'est peut-être pas grave en soi. Il gagne le procès, et Philippe Val, directeur de Charlie Hebdo, est mis à la tête de la première radio de France par Nicolas Sarkozy. Une fois qu'il est mis à la tête de la première radio de France, il vire Guillon et Porte parce qu'ils ont des propos trop anti-sarkozystes. Que fait l'État de sa possibilité de limiter, de soutenir, etc. Dans ce cas-là, il y a un truc qui est... Encore une fois, je ne suis pas en train de dire Charlie Hebdo c'était nos ennemis ou quoi, c'est pas la question. C'est comment l'État a manipulé ce truc-là. Il l'a utilisé en disant on soutient ces propos-là, qui pour moi étaient... participer de la mécanique raciste, je peux comprendre qu'on dise que non, et ensuite ils ont utilisé cette liberté d'expression pour interdire des propos anti-sarkozystes, etc. Qu'est-ce qu'on a fait dans le cas de Dieudonné?
Dans le cas de Dieudonné, il tient des propos qui, je ne sais pas si tout le monde est d'accord, moi je pense sont fortement antisémites, graves, négationnistes, etc. Quelle est l'attitude de l'État? D'abord, médiatiquement, contrairement à Charlie Hebdo, il n'a aucun soutien. Tout le monde considère que Dieudonné est un ennemi à abattre, etc. Bon. Ce qui déjà, je pense, dans la société française, crée une différence. Des gens qui se sentent attaqués par Charlie Hebdo, à raison ou à tort, mais qui considèrent qu'ils sont insultés par Charlie Hebdo, et qui voient qu'il y en a un autre là qui insulte d'autres gens, les juifs en l'occurrence, bah lui il n'a pas le droit, alors que Charlie Hebdo, ils ont le droit. Déjà, ça crée un truc qui crée de la gêne, un malaise dans la société française. Ensuite, il est attaqué en justice. Et là, alors que c'est sur des trucs de liberté d'expression, il n'y a pas François Hollande qui le soutient, il n'y a pas François Bayrou qui le soutient, il n'y a pas Nicolas Sarkozy qui le soutient, non. Au contraire, le tribunal considère qu'il a le droit de faire son spectacle. Manuel Valls convoque en urgence le Conseil d'État, qui est... non, c'est pas le Conseil d'État, c'est l'autre, c'est le Conseil... Non, c'est le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative en matière de tribunal administratif. Il le convoque en urgence en 3 heures. La moyenne de temps, de délai pour la convocation du Conseil d'État, c'est 2 ans. Là, il le convoque en 3 heures pour que le spectacle le soir même soit annulé. Le Conseil d'État se réunit et annule le spectacle. Là encore, mon propos n'est pas de dire c'était pas si grave ce que disait Dieudonné. Ce que dit Dieudonné, pour moi, est très grave. La question, c'est comment on veut que des citoyens français ne voient pas qu'il y a un 2 poids 2 mesures sur certains propos sont gravement sanctionnés, d'autres propos sont tout à fait tolérés et même soutenus. Et puis arrive un drame, un vrai drame. Un meurtre dégueulasse par des gens qui se revendiquent de l'islam et qui assassinent les gens de Charlie Hebdo en janvier dernier. Et là, en janvier de l'année dernière. Et là, il se passe un drame dans la société française qui est un double drame. D'abord, l'attentat en lui-même et le retour d'attentats gravissimes sur notre territoire, ce qui est extrêmement grave, mais aussi un phénomène qui est, des gens légitimement disent « je suis Charlie », chose qu'on peut comprendre vraiment, voilà, on a envie d'être solidaire d'un truc, voilà. Mais voilà qu'on est presque obligé d'être Charlie. L'éditorialiste de France 2 dit en une du journal sur France 2 20h, les gens qui ne sont pas Charlie doivent être repérés, doivent être traités. C'est fort quand même comme terme. Il y a un jeune garçon de 8 ans, Ahmed, 8 ans, qui a dit c'est bien fait pour eux, ils avaient qu'à pas être mécréants, enfin je sais pas, il a eu un propos comme ça. Il est amené en garde à vue, il a 8 ans, pour apologie du terrorisme. Et les gens voient partout, je dois être Charlie. Alors parmi les gens qui sont Charlie, il y avait Sarkozy, il y avait Ali Bongo, dictateur africain, il y avait l'extrême droite israélienne qui est venue en France pour dire qu'elle était Charlie. Bon. En fait, qu'est-ce que ça crée dans une société quand on nous explique que tout le monde doit être Charlie, que si t'es pas Charlie, tu dois être traité, mais que des gens disent mais moi être Charlie, moi ça m'attaque, ça m'agresse, pour moi Charlie c'est pas mes amis. Enfin, et indépendamment de savoir s'ils ont raison ou pas, toute cette affaire, cette manipulation de la liberté d'expression, pour moi ça a encouragé, construit, développé, divisé la société française, y compris l'attitude vis-à-vis de Dieudonné, qu'encore une fois je soutiens pas, puis ce mec là il a de la liberté d'expression, je vais te dire, il fait des vidéos, elles ont des millions de vues, c'est pas la question. Mais ce 2 poids 2 mesures, il est flagrant et du coup il divise. Et en plus, le drame, c'est que ça développe l'antisémitisme, cette affaire-là. Parce que Dieudonné, il s'en sert comme un argument, quoi. Il dit, mais regardez, j'ai fait un spectacle, le mur, il a été interdit. Et puis j'ai fait un autre spectacle où j'ai enlevé tous les propos sur les juifs, et là j'ai le droit de le faire. Là, on ne me l'interdit pas. Vous voyez bien que les juifs dominent le monde. Et ça participe à développer une division, un antisémitisme dans les quartiers populaires. Je savais que c'était polémique, mais je vous propose de ne pas répondre à ça. Juste, je vous propose une image qui est encore plus trash et caricaturale, mais voilà, tant pis. Mais c'est une image qui, pour moi, m'a parlé. Si un journal satirique, anticlérical, dans les années 30, avait fait un dossier spécial contre toutes les religions, en particulier les juifs, mais on parle aussi du catholicisme et on parle aussi de l'islam, est-ce que ça aurait ou non participé à la montée d'un antisémitisme, des caricatures des juifs dans les années 30 qui ont amené jusqu'à un génocide? Pour moi, la question que ça me pose, c'est... Peut-être on n'en est pas là, mais moi j'en ai peur que oui, j'ai peur qu'on en soit là, avec les histoires de guerre contre l'axe du mal, guerre de religion, guerre de civilisation, George Bush, etc. J'ai peur qu'on en soit là, mais en tout cas, est-ce que ces caricatures, avec toute la bonne volonté que probablement les gens de Charlie Hebdo ont, est-ce que ça participe ou non de ça? C'est une question que j'aimerais poser, et puis du coup, on en discutera. Et j'enchaîne pour empêcher que vous puissiez débattre. Oh là là, vraiment... mais comment est-ce qu'on peut rechercher une posture de neutralité de l'État, de garant d'une liberté d'expression, encadrée certes, mais avec une vraie neutralité qui n'est pas cette manipulation. Et là-dessus, j'aimerais qu'on reprenne un outil qui, à mon avis, lui aussi, a été dévoyé, qui est au centre de la colonne, là, je l'ai en face de moi, c'est la laïcité.
Alors, la laïcité, qu'est-ce que c'est au départ ? En 1905. 1905, loi de séparation des églises et de l'État. Le terme de laïcité n'apparaît pas dans la loi de 1905, mais quand on parle de la laïcité, tout le monde fait référence à cette loi. C'est la loi qui semble être le cadre de la laïcité. Qu'est-ce qu'elle dit ? Article 1 de la loi de 1905. Je vais le lire pour être précis. C'est pas sur cette feuille. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Le cœur de l'article 1 de la loi de 1905, c'est « On assure la liberté de conscience et on garantit que chacun puisse exercer son culte comme il l'entend ». En fait, à l'époque, c'est « L'État est neutre en matière de religion, il ne finance personne, il ne soutient personne, mais il permet à chacun d'exprimer sa conscience religieuse comme il l'entend et de pratiquer son culte comme il l'entend ». Donc c'est « L'État est neutre et chacun peut pratiquer son culte ». Qu'est-ce que c'est devenu à partir de 89, 94 et en particulier avec la loi de 2004 ? C'est devenu l'individu, le citoyen, dans certains espaces, par exemple à l'école et ailleurs, doit être neutre, ne doit pas montrer. On dit c'est à la maison qu'on peut pratiquer sa religion, mais pas dans l'espace public. On est passé de l'État doit être neutre à l'individu, dans certains espaces, doit être neutre. Avec une ambiguïté sur le terme public. Pendant les débats de la loi de 1905, je vous invite à les regarder, quand on emploie le terme public, quand on parle d'espace public, en fait c'est l'espace dont on parle, c'est l'espace qui est public, c'est-à-dire ce qui représente l'État. L'école doit être neutre. Les représentants de l'État, le préfet, le président de la République, peut-être les profs, c'était un débat en 1905, doivent être neutres. Aujourd'hui, quand on parle de public, on pense aux gens. Espace public, ça devient les gens qui forment le public. C'est eux qui doivent être neutres et non plus l'espace. Si l'espace est public, ça veut dire que tout le monde peut s'y exprimer. Si les individus doivent être neutres, si c'est eux qui doivent être... c'est les gens qui peuvent moins s'exprimer. Pour le dire autrement, si la religion, comme on l'entend parfois, c'est du domaine du privé, c'est à la maison, si on ne peut pas exprimer notre conscience religieuse dans l'espace public, alors il n'y a plus de liberté de conscience. Parce que par définition, la liberté de conscience, c'est la possibilité d'exprimer cette conscience. Si on ne peut pas l'exprimer, si on est obligé de la garder pour soi, chez soi, à la maison, je vous mets au défi de me trouver un système politique où il n'y a pas de liberté de conscience. Je veux dire, même dans les camps de concentration nazis, on n'avait pas le droit de dire ce qu'on pensait, mais on avait le droit de le penser. Chacun peut penser ce qu'il veut. La définition, c'est la possibilité de l'exprimer. Du coup, on se retrouve dans une laïcité qui, à l'époque, était permettre à tout le monde de s'exprimer, créer de l'égalité, du vivre ensemble et tout, en une laïcité qui restreint, qui limite, pour certaines personnes, dans certains espaces, leur liberté de conscience. Et le problème de cette affaire-là, et c'est là, parce qu'en soi, on pourrait dire, c'est une évolution de la laïcité, finalement, pourquoi pas ? Pourquoi pas plus encadrer la liberté d'expression ou moins l'encadrer ? Pourquoi pas plus encadrer la liberté de conscience ou moins l'encadrer ? Le problème, c'est que ça justifie des discriminations. C'est que ce n'est pas toutes les religions qui sont remontrées du doigt et attaquées de la même manière. On a eu beau dire que c'était la loi contre les signes ostentatoires de religion dans les écoles publiques, tout le monde l'a appelé la loi sur le voile à l'école. On savait qu'on parlait du voile. Si aujourd'hui vous avez un débat à la télé sur la laïcité, vous savez que ça va parler d'islam, c'est de ça qu'on va parler. Dans le texte de loi, dans la circulaire d'application, il y a marqué « sont interdits dans les écoles publiques les signes ostentatoires de religion ». Il précise qu'est-ce que c'est la kippa, le voile islamique et les croix de taille manifestement démesurée. Sauf dans 3 départements. Sauf dans 3 départements. Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, qui en 1905 n'étaient pas français, donc qui sont régis par le Concordat et pas par la loi de 1905. Et alors il y a quelque chose d'intéressant dans ces 3 départements, parce que quand on a reparlé de laïcité, on aurait pu parler de ça. C'est intéressant de se dire que y a des fonctionnaires payés par l'État qui professent des propos religieux, enfin ça aurait pu questionner. Lesquels sont payés par l'État ? Les curés, les pasteurs et les rabbins. Et pas les imams, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'islam dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin et dans la Moselle, et que donc, à l'époque, l'islam n'a pas été conventionné par le Concordat. Je voudrais apporter un complément par rapport à ça. Je vais essayer en un quart d'heure de finir pour finir dans les temps. En tout cas, voilà, moi je suis d'accord avec cette idée-là, qui est, au moins, posons-nous la question, en quoi tout ce débat sur la laïcité, comme tout ce débat sur la liberté d'expression, a participé ou non à cette division ? Comment des personnes qui voient bien que c'est de elles qu'on parle, que c'est elles qui n'ont pas le droit d'exprimer leur conscience religieuse, parce que ça va loin, ça va très très loin. À Toulouse, dans le lycée dans lequel j'enseigne, lycée Rive Gauche, donc on appelle lycée polyvalent du Mirail,
Il y a 5 jeunes filles l'année dernière qui ont été menacées d'exclusion parce qu'elles portaient des robes trop musulmanes au goût de la direction, trop longues. Les robes longues, c'est les personnes qui portent le voile, qui retirent le voile à l'entrée comme la loi les y contraint, mais qui gardent ce qu'on appelle le djilbab, donc ces robes qui vont... Voilà. Et la direction du lycée a considéré que c'était un signe ostentatoire de religion et leur a demandé de retirer ces robes. Ça a créé un gros conflit. Là, il y avait un vrai problème de laïcité. Le problème de laïcité, c'est quand le dirigeant d'un établissement scolaire juge de sa position d'établissement scolaire, est-ce que c'est religieux ou pas ? Pourquoi ? En quoi il est représentant ? Pourquoi il peut se positionner sur... Les jeunes filles disaient, mais c'est pas religieux, madame, c'est mon style. C'est mon style. Je dis, ouais, mais où est-ce que tu l'as... Elle disait, je l'ai acheté à Zara. Elles arrivaient avec le ticket de caisse, je l'ai acheté à Zara. C'est musulman, Zara, madame. Bon. Ce truc-là... Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous invite à taper lycée polyvalent, Mirail, voile, robe longue, et peut-être vous tomberez sur un... Il faudra que je trouve l'adresse précise, je la mettrai sur le site de la coopérative du Vent Debout, un témoignage flouté d'une personne qui raconte comment elle s'est retrouvée dans le bureau de la CPE à dire, mais madame, expliquez-moi, c'est quoi que vous voulez ? Pour moi, c'est pas musulman ce truc-là, donc dites-moi comment il faut que je m'habille. Et la dame, elle dit, remonte un peu, remonte, jusqu'à ce qu'elle arrive sous les genoux. Elle dit, voilà, là, ça va. Donc, juste, je donne juste cet argument pour qu'on comprenne comment, parce que j'ai pas fait toute une partie aussi sur l'instrumentalisation du féminisme, mais on a aussi instrumentalisé le féminisme. Au nom du féminisme, au nom du fait que le voile est un signe de religion, on a instrumentalisé ça pour faire que des jeunes filles soient exclues du lycée et pour qu'elles ne le soient pas, qu'elles s'humilient à ce point-là devant leur CPE. Enfin, tout ça est extrêmement grave et est vécu par les gens de façon extrêmement grave. Je voudrais donner un dernier exemple sur ça. Le 20 décembre 2007, je suis désolé, je vais vous imposer, je croyais qu'on s'était débarrassé de lui, il paraît qu'il va revenir. Nicolas Sarkozy, président de la République, le 20 décembre 2007, il se rend à San Giovanni Laterano à Rome, une basilique catholique, où il accepte un titre honorifique. Et il dit la chose suivante, ça fait 5 mois qu'il est président de la République. 7 mois. Messieurs les cardinaux, en 2007, ouais. 20 décembre 2007. Il a été élu en mai 2007. Messieurs les cardinaux, mesdames et messieurs, et si vous le permettez, chers amis, en me rendant ce soir à Saint-Jean-de-Latran, en acceptant le titre de chanoine d'honneur de cette basilique, j'assume pleinement le passé de la France et ce lien si particulier qui a si longtemps uni notre nation à l'Église. La France a apporté au rayonnement du christianisme une contribution exceptionnelle. Bien sûr, ceux qui ne croient pas doivent être protégés de toute forme d'intolérance et de prosélytisme. Mais un homme qui croit, c'est un homme qui espère. Et l'intérêt de la République, c'est qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes qui espèrent. La désaffection progressive des paroisses rurales, le désert spirituel des banlieues, la disparition des patronages, la pénurie de prêtres n'ont pas rendu les Français plus heureux, c'est une évidence. Et puis je veux dire également que s'il existe incontestablement une morale humaine indépendante de la morale religieuse, la République a intérêt à ce qu'il existe aussi une réflexion morale inspirée de convictions religieuses. Pourquoi ? Parce que la morale laïque risque toujours de s'épuiser quand elle n'est pas adossée à une espérance qui comble l'aspiration à l'infini. Messieurs les cardinaux, au terme de mon propos, il y a quelques jours de cette fête de Noël, qui est toujours un moment où on se recentre sur ce qu'on a de plus cher dans sa vie, je voudrais vous dire que je mesure les sacrifices que représente une vie tout entière consacrée au service de Dieu et des autres. Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur. Même s'il est important qu'il s'en approche, parce qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance. Partout où vous agirez, dans les banlieues, dans les institutions, blablabla, bla, bla, je vous soutiendrai, etc. Donc, alors, la question que je pose n'est pas tellement est-ce qu'un président de la République doit avoir le droit ou non de tenir ce genre de propos. La question c'est est-ce que ça, c'est neutralité de l'État ? Est-ce que 3 ans après un débat sur la laïcité, un président qui raconte ça, il se positionne en neutre alors qu'il interdit à des jeunes filles d'exprimer leur conscience religieuse ? Enfin, et comment ce truc-là est vécu ? Alors, pour aller vers la conclusion de ma conférence, je pense que le problème de tout ça, c'est que c'est vécu par ces gens-là comme une négation de la possibilité d'expression de leur identité. Ces identités dont je parlais au début. Enfin, le fait de pouvoir dire « je suis français », par exemple.
Mais bien sûr que je peux dire que je suis français. Si pour moi c'est une identité qui est importante, je dois pouvoir la dire. Des fois, il y a des gens à gauche qui disent « Ouais, déjà, c'est réac de dire je suis français ». Non, je suis français, il n'y a pas de problème au fait de dire ça. Pour moi, le problème, c'est quand ils font un débat sur l'identité nationale et qu'ils veulent nous expliquer qu'il y a une seule façon d'être français, et puis qu'on va l'écrire, on va la graver dans le marbre, et qu'elle sera là pour toujours, de façon atemporelle. Là, il y a problème. Mais moi, j'ai un pote, il me disait, un pote italien, il me dit « Moi, j'aime bien venir en France parce que vous, les Français, vous faites bien le couscous ». Eh ben, il a raison. En France, on mange du bon couscous. Et les kebabs. Et les pizzas. Enfin, être français, c'est tout ça. Et donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si le fait de pouvoir affirmer je suis français sans que ça pose de problème, mais ça veut aussi dire que le fait de pouvoir affirmer je suis musulman, je me sens algérien, etc., ça ne devrait pas poser ces problèmes-là. Ligue communiste révolutionnaire, 2004. Laïla, bon, nous avons appris que tu voulais rejoindre l'organisation. Bon, tu n'es pas sans savoir que nous sommes une organisation féministe, hein, qui combat l'homophobie, hein, qui défend la laïcité. Bon. Et avant que tu puisses rejoindre l'organisation, nous aimerions te poser quelques questions. Voilà. Nous aimerions savoir, Laïla, qu'est-ce que tu penses de la contraception et du droit à la contraception? Qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Qu'est-ce que tu penses du droit à l'avortement, Laïla? Oui. Eh ben, Laïla, mais ne t'énerve pas. Mais d'accord, on est d'accord, Laïla. Laïla, ne t'énerve pas, mais s'il te plaît. Laïla, calme-toi. Il faut que tu comprennes que ce que je fais là est statutaire, Laïla. Mais dans les statuts de notre organisation, il est noté que pour rejoindre, il y a un entretien préalable, une discussion, enfin, pour savoir si on est... Eh ben, on est d'accord, Laïla. Eh ben, très bien. On est d'accord. Donc, tu vas pouvoir rejoindre l'organisation. Laïla, calme-toi. Laïla, mais il faut que tu comprennes. Et il faut que tu comprennes que le fait que tu portes un voile sur la tête nous pose un problème. Mais parce que Laïla, c'est un signe d'oppression des femmes, mais quoi que t'en dises, que tu le veuilles ou non, enfin, et sinon les hommes en porteraient, Laïla, enfin, mais demande aux femmes algériennes, demande aux femmes iraniennes, aux femmes afghanes, c'est un signe d'oppression des femmes, voilà. Et donc, tu vas pouvoir rejoindre l'organisation. On te demande simplement de retirer ton voile pendant les réunions. Voilà. Donc ça s'est passé en 2004 dans mon organisation politique de l'époque. Toutes les organisations politiques ont été divisées sur cette question-là. Ça a été un moment de beaucoup d'associations, tout le monde, ça a été un débat extrêmement difficile. Moi, ça m'a fait de la peine et ça a été une des raisons qui ont fait qu'à terme, j'ai quitté cette organisation. Il y avait deux arguments que je n'ai pas aimés là-dedans, qui étaient pour moi gravissimes. Le premier, c'est statutaire. C'est vrai que c'est statutaire. C'est vrai qu'au Parti communiste, dans la plupart des organisations politiques, c'est pas on rejoint comme on veut, il y a des bases politiques communes à avoir. Cela dit, demandez à rejoindre le Parti communiste demain, ou le NPA, ou qui vous voulez, peut-être ils vous feront payer un chèque, mais c'est tout, quoi. Hein. Personne va... Ça donnerait des choses intéressantes. Hein. Oui, Marie, nous avons appris que tu voulais rejoindre l'organisation, le parti. Bon, tu n'es pas sans savoir que nous sommes une organisation anticapitaliste. Or, il paraît que tu fais tes courses à Carrefour. On m'a dit que tu achètes même du McDonald's à tes enfants, que tu portes des Nike. Alors écoute, bon, Marie, on voulait savoir qu'est-ce que tu penses de la guerre en Irak, enfin... Oui, Jean-Pierre, tu n'es pas sans savoir que nous sommes une organisation féministe. Or, nous avons appris que chez toi, tu pissais debout. Et nous voulions simplement savoir qu'est-ce que tu penses du fait que c'est ta femme qui nettoie les chiottes. Hein? On pourrait le faire, aller chercher les contradictions de chacun, mais on le fait pas. On le fait que dans son cas à elle. C'est que pour elle qu'on le fait, de poser la question. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit un jour dans la conférence, ouais mais Pablo, enfin, l'islam est contre l'homosexualité, il condamne l'avortement et la contraception, c'est normal qu'on lui pose un problème, qu'on lui pose la question, enfin... Ouais, l'islam. La nana, quand même, elle allait rejoindre la Ligue communiste révolutionnaire. Bon. Peut-être, elle pense pas exactement la même chose de la contraception ou quoi que les imams d'Iran ou d'Afghanistan. Enfin, peut-être, elle sait un peu où elle fout les pieds, la nana, quand même. Enfin, peut-être, elle a pas exactement... Peut-être tous les musulmans ne pensent pas exactement la même chose, quoi. Et ça, c'est le deuxième truc qui m'a fait mal. C'est que Laïla, c'était une femme incroyable, une militante hors pair qui militait, moi, que j'avais connue contre la guerre à fond, mais aussi sur des questions antiracistes, sur des questions de droit au logement, enfin... Et en fait, parce qu'on la regardait comme cette masse informe, parce qu'on ne voyait que son voile à travers elle, eh ben, elle n'a pas rejoint l'organisation, évidemment. Enfin, ça a été humiliant pour elle. Et moi, c'est ce truc-là que j'avais envie de comprendre. Comment est-ce qu'on pouvait décortiquer? J'en ai parlé avec une personne militante de l'Union juive française pour la paix, une organisation de juifs contre Israël, enfin de juifs antisionistes, de juifs qui refusent qu'Israël utilise le nom des juifs.
pour massacrer les Palestiniens, qui avait beaucoup réfléchi sur les histoires d'identité et tout. Et je lui disais, voilà, moi je suis emmerdé par ça. Pour moi, c'est ça qu'on a fait à Leïla. On lui a dit, on est supérieur à toi. Alors, soumets-toi, montre patte blanche. On veut savoir que tu es comme nous. Notre civilisation est supérieure à la vôtre. Et je lui dis, moi j'aime pas ça, et j'aime pas l'alternative qu'on me propose. On a bien le droit de pratiquer l'excision, on a bien le droit de pratiquer l'égalité, chacun fait ce qu'il veut. Je suis emmerdé par ce choix-là. Et je dis à Claire, moi ce que j'aimerais c'est ça, c'est nous sommes tous des enfants d'immigrés, nous sommes tous des juifs allemands, nous sommes tous des Palestiniens. Enfin. Et Claire elle me dit, mais ben non, tu peux pas dire nous sommes tous, parce qu'en fait c'est ça, permettre à la personne d'avoir son identité, de l'affirmer à sa manière, d'affirmer sa féminité comme elle l'entend, son identité étrangère ou française à sa façon. Il ne faut pas que tu dises nous sommes tous, parce qu'en fait, chacun vit son identité différemment, il faut avoir la place, sinon tu risques de l'écraser en faisant ça. Elle me dit, tu vois, parce que moi j'ai été en conflit avec ma mère. Ma maman, militante féministe, elle était contre le voile en 2004, et du coup on a été en conflit là-dessus, sur ces questions-là. Et elle me dit, il faut que tu comprennes que c'est extrêmement difficile pour ta mère, qui s'est battue dans les années 70 pour une certaine vision de ce que c'était l'émancipation des femmes, et de dire liberté du corps, sexualité sans entrave, et elle s'est battue, et elle a galéré contre ses parents, contre le dogme, contre l'église catholique, etc. Et là, elle voit une autre femme, qui manifestement a un autre combat, qui plutôt, ça lui va, elle est contente de porter un voile sur la tête, et ça la choque dans ce que c'est pour elle la féminité, c'est insupportable. Mais ce que me dit Claire, c'est en fait ce qu'il faudrait, c'est que ta mère, elle arrive à se rendre compte que c'est pas que je suis supérieur à toi, c'est pas moi je me suis émancipé et toi tu ne l'es pas du tout. C'est bien sûr que dans ta société à toi, il y a du sexisme, dans ta société à toi, il y a des merdes, il y a des choses qui vont pas. Mais dans la société à moi, il y a aussi du sexisme, mais il y a aussi des merdes. Il y a des merdes pour tout le monde. C'est pas nous sommes tous des enfants d'immigrés, c'est nous sommes tous dans la merde. On est là dans la merde. Alors ce signe maintenant avec Nuit debout, ça veut dire opposition radicale. Bon, pour ceux qui ont... Désolé. Mais nous sommes tous dans la merde. Nous sommes tous dans la merde. Et du coup, je vous propose en conclusion 3 pistes pour enrayer cette mécanique raciste. 3 pistes pour faire en sorte qu'on se laisse moins embarquer là-dedans. La première, c'est nous sommes tous dans la merde. C'est de d'abord regarder nos merdes. D'abord regarder, analyser, condamner, se battre contre ce qui nous concerne, ce qui me concerne directement. C'est subtil ce truc-là, parce que évidemment que c'est important de dire l'excision, quelque chose qui est à l'autre bout du monde et que j'ai jamais rencontré, que je connais personne qui a vécu ça et tout, mais évidemment que c'est intéressant de pouvoir dire ce truc-là, je juge que c'est mal. Mais qu'est-ce que ça fait quand, entre blancs, en buvant un verre de vin et en fumant un pétard, là, on est là, oh, l'excision c'est mal? Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par regarder le sexisme de notre société? Plutôt que de dire le sexisme c'est eux, regardez. Quand je dis le sexisme, je ne parle pas que, et c'est déjà très grave, du harcèlement de rue, des publicités qui sont extrêmement sexistes, de la différence de salaire dont je parlais. Vous savez peut-être qu'en France, il y a une femme tous les 2 ou 3 jours, selon les années, qui meurt tuée par leur conjoint. Ce chiffre-là, une femme tous les 2 ou 3 jours qui meurt tuée par son conjoint, pour moi, il ne compte pas les femmes qui sont tuées par quelqu'un d'autre que leur conjoint. Les femmes dont les conjoints les battent quotidiennement, ou dont d'autres personnes les battent, mais qui n'en meurent pas. On parle d'un racisme extrêmement violent, extrêmement grave, mais qu'on refuse de regarder vraiment, en disant le problème c'est là-bas. Mais c'est sur le sexisme, mais c'est sur plein d'autres choses. Regardez notre racisme, le regardez vraiment. L'exemple flagrant de ces derniers temps, c'est les migrants. Il y a une émotion en ce moment sur les migrants. Quand le jeune Aylan est mort sur une plage, on était tous émus, oh le pauvre, il est mort et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait vivre dans notre société aux personnes qui émigrent de la misère ou de la guerre? On leur fait vivre quoi? Elles arrivent chez nous, on les met en prison dans des conditions dégueulasses et après on les renvoie pour qu'elles retentent la mort pour revenir chez nous. C'est ça qu'on fait. C'est immonde, c'est ignoble. Mais on l'accepte. Et le problème, c'est leur société. Enfin, regarder nos mères, c'est regarder le taux de suicide, le taux de folie qu'il y a dans les hôpitaux français. Enfin, les regarder vraiment et commencer par se battre contre ça. Et quand on aura créé un gros mouvement contre ça, alors effectivement dire, dans une ambition universaliste, on condamne aussi ce qui se passe ailleurs. Mais pas, on condamne que ce qui se passe ailleurs, parce que ça renforce la mécanique raciste à mon avis. Donc la première piste que je propose, et c'est peut-être polémique, je sais pas, mais c'est de commencer par regarder nos merdes. La deuxième piste, c'est ce signe-là, il a un truc intéressant, c'est qu'il y a un point lié entre ma société à moi, il y a des merdes et la tienne aussi, on a un point d'intersection. On peut construire des liens égalitaires entre des gens d'origines différentes, de cultures différentes, de luttes différentes. C'est ce qu'on aurait pu faire avec Leïla.
si on lui avait pas demandé de montrer patte blanche, de dire tu es comme nous, si on avait dit on va militer ensemble, Leïla c'est quelqu'un qui disait je sais que j'ai des contradictions, je sais que je suis une marxiste qui croit en Dieu, c'est contradictoire. Je sais pas si c'est contradictoire, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on a tous des contradictions. Ça j'en suis sûr. Et du coup, c'est pas parce que toi t'en as que du coup on doit t'exclure ou voilà. On peut construire des liens égalitaires, mais on le fait pas. Moi, j'ai vécu une expérience qui est extrêmement douloureuse, c'est le mouvement D'ailleurs, nous sommes d'ici. Je ne sais pas s'il y a eu ça à Alès. Il y a eu un moment où Sarkozy voulait déporter les Roms. C'était presque de la déportation. Il mettait les Roms dans des trains, là, c'était horrible. Et donc, il y a eu un mouvement qui se disait D'ailleurs, nous sommes d'ici, un renouveau du mouvement antiraciste. À Toulouse, on a fait une réunion D'ailleurs, nous sommes d'ici. Et alors, on était 15 personnes dans les locaux de la Fédération syndicale unitaire, la FSU, un syndicat. Et alors, il y avait 15 personnes, comme ça, autour de la table. Et alors, il n'y avait que des blancs. Socialement, blancs. Je ne sais pas si ça vous choque ou pas, mais imaginez, pour faire un parallèle, lutte féministe, préparation du 8 mars, il n'y a que des hommes autour de la table. Ça ferait bizarre. Ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas se battre contre le sexisme, je ne dis pas ça. Mais enfin, s'il n'y a que des hommes autour de la table, on va dire, bon, quand même, il y a un truc un peu bizarre. Voilà. Bon. Là, il n'y a que des blancs, ça choque personne. Okay. Deuxième réunion, des gens d'un collectif auquel je participe, moi je leur dis, ça serait bien que vous veniez, il n'y avait que des blancs, donc des femmes musulmanes qui portent le voile du collectif contre le racisme et l'islamophobie, viennent à cette réunion avec leur voile. Elles se font lyncher pendant la réunion par des gens qu'on pourrait appeler laïcards, en tout cas qui les attaquent frontalement, ça a été très dur pour elles, et on refuse qu'elles puissent parler d'islamophobie, en disant, ça n'est pas du racisme, les termes précis c'est, l'islamophobie n'est pas du racisme parce que l'islam n'est pas une race. Sachant que les races n'existent pas, bon, mais on pourrait décortiquer tout ça. Elles vont à la manifestation, on est 3000 manifestants ou 2000 manifestants à Toulouse, il y a 20 femmes voilées qui participent à la manifestation et qui se font virer physiquement de la manifestation par des manifestants antiracistes qui disent « on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça ». Et alors, moi, ce truc-là, je me suis dit, mais c'est complètement ouf, quoi. Renouveau d'un mouvement antiraciste. On n'est que 3000 sur 500 000 habitants à Toulouse, déjà, c'est grave. L'essentiel de ces manifestants sont blancs, et ils virent de la manifestation les presque seuls non-blancs qu'il y a parce qu'on n'est pas d'accord avec leur discours. Enfin, alors ça, c'est pas construire des liens égalitaires. Ça, c'est pas dire on va avancer ensemble et on va parler de nos désaccords. Parce qu'on aura des désaccords. Bien sûr que moi, en militant avec des femmes musulmanes, j'ai eu des désaccords sur le rapport au genre, sur l'homosexualité, sur l'homosexualité de mes mamans, sur l'homoparentalité. On a des désaccords. Mais on peut avancer ensemble, construire des liens égalitaires et parler de nos désaccords ensemble. Enfin, pas en se confrontant et en considérant qu'il y a les uns et les autres. Et la troisième chose que je propose, c'est de regarder nos identités, chacun, soi. De regarder, par exemple, de se penser comme dominant, d'accepter qu'on puisse être perçu comme des dominants, comme blancs. Parce que, je disais, que ce soit clair, s'il y a des discriminations, s'il y a des gens qui sont discriminés, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont privilégiés, qui sont au-dessus. Et donc d'accepter qu'on puisse être vu comme privilégié. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour dans la conférence, on dit « mais t'es gentil là, tu fais ta conférence, mais t'es un mec blanc, hétérosexuel, de classe moyenne, plutôt jeune, enfin d'âge moyen. Toi, t'es dominant à tout point de vue, quoi. Qu'est-ce que tu fous là à nous parler de domination ?» D'accord. Elle me dit, elle va plus loin. Elle dit, voilà, toi, t'es légitime, là. Les gens, ils t'écoutent. Parce que ta parole, en tant que mec blanc, elle est légitime. Si c'était une femme qui faisait ça à ta place, on dirait qu'elle est hystérique. Si c'était un noir, on dirait qu'il est communautariste. Si c'était une femme musulmane voilée, il n'y aurait personne dans la salle pour l'écouter, quoi. Ça m'a fait, je me suis dit, alors j'ai pas eu envie d'arrêter pour autant, parce que je me dis, justement, si moi je suis privilégié, il faut que je décortique, j'ai un devoir de le faire. Mais effectivement, je pense que ma parole est surlégitime. Elle est, et donc d'accepter que mon identité, elle est parfaite. Ça veut pas dire pour se flageller en mode, justement, culture catholique, c'est de ma faute, je sais mal, je suis un sale dominant et tout. C'est pas ça. Mais c'est de comprendre où je suis et comment est-ce que je participe involontairement ou volontairement à la société dans laquelle je grandis. Mais regarder ces identités, c'est aussi regarder qu'est-ce qu'on fait de nos identités. Je terminerai sur ce par quoi j'ai commencé. Je vous ai dit, je suis juif. C'est pas tout à fait vrai, au sens où je m'en foutais pendant très longtemps d'être juif. Tout comme je me foutais d'être enfant d'homosexuel. Enfin, c'était quelque chose qui était pas... je m'en foutais. La première fois que j'ai dit que j'étais juif, c'était au début des années 2000. J'ai soutenu la cause palestinienne, je distribuais un tract pour les Palestiniens. Et il y a un mec qui vient comme ça et me dit « Tu soutiens les Palestiniens, t'es antisémite !» Antisémite, je suis juif. Bon, c'est nul. Mais c'est la première fois que j'ai dit je suis juif. Et après, je me suis dit, et en fait, qu'est-ce qu'on fait de mon identité juive ? Qu'est-ce qu'on en a fait ?
Comment est-ce qu'aujourd'hui mon identité juive est utilisée par Israël, par exemple, pour dire toute condamnation d'Israël est antisémite? Quand, vous savez peut-être sur la liberté d'expression, la campagne de boycott à Israël, aujourd'hui, est interdite en France. En France, il est interdit d'appeler au boycott de produits israéliens. Comment vous voulez que ce truc-là ne soit pas vécu comme un deux poids, deux mesures? Alors, je veux dire, Charlie Hebdo, il peut faire ce qu'il... Et nous, on n'a même pas le droit de critiquer Israël et de dire qu'on appelle au boycott, alors qu'il y a une culture de boycott avec l'Afrique du Sud et tout. Aujourd'hui, le boycott de l'apartheid d'Afrique du Sud serait interdit avec les lois françaises. Parce que... Donc, voilà comment on utilise mon identité juive. On utilise mon identité juive pour montrer du doigt les quartiers populaires, pour dire c'est eux les antisémites, alors que notre société, elle s'est fondée sur l'antisémitisme, alors qu'on a soutenu Israël parce que ça nous permettait de nous débarrasser des juifs. Allez, partez tous en Israël, et on ne se pose pas la question de notre propre antisémitisme. Moi, je refuse cette instrumentalisation de mon identité, et donc c'est pour ça que j'ai rejoint l'Union juive française pour la paix, qui est cette organisation antisioniste et antiraciste, et que je fais cette conférence sur le travail de comment est-ce que mes identités peuvent être utiles à la réflexion. J'en ai fini, je vous remercie beaucoup. J'ai mis deux liens. Un qui me paraît extrêmement utile, c'est le site Les mots sont importants, lmsi.net, qui traite de toutes ces questions. J'ai pompé abusivement de beaucoup de leurs idées. Voilà. Donc si vous voulez aller plus loin, ce site-là est extrêmement intéressant. Cette conférence gesticulée, elle a été filmée, elle sera sur YouTube, j'imagine, j'en sais rien. Elle l'est déjà en version interprétée en langue des signes française. Donc n'hésitez pas à la faire circuler en mettant mes identités nationales LSF. Et merci beaucoup au Carrefour Citoyen et à tout le collectif Mieux Vivre Ensemble pour l'invitation. Merci.